Le manque vient du fait qu'on croit que nos besoins ne seront pas assouvis. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui est très personnel mais qui concerne beaucoup de monde. C'est le sujet des addictions. Je dois reconnaître que je suis une personnalité addictive. Et de ce fait, je dois agir en fonction. L'addiction, c'est un vrai sujet. Il y a des recherches sur le sujet, tout le monde le sait. Mais je pense que les personnes qui sont concernées n'ont pas forcément l'information. Et souvent d'ailleurs, même les thérapeutes, les accompagnants, n'ont pas forcément la bonne démarche pour les accompagner. Pas tout le monde n'est sujet aux addictions. C'est une configuration, on va dire, on peut même dire neuronale, qui fait qu'on a des sensibilités particulières, des traumatismes, une histoire de vie, qui fait que ça va se déclencher en addiction. On va aller chercher une substance pour couvrir une douleur, pour faire simple. D'autres personnes vont avoir d'autres comportements, d'autres réactions à des traumatismes qui ont été vécus. Nous, les personnalités addictives, ça se manifeste à travers des substances. On grandit avec des sensibilités particulières, notamment une sensibilité très accrue du système nerveux, qui peut être du coup sensible à différentes substances qui, pour certaines autres personnes, n'auront pas le même effet. Mais pour les personnalités addictives, sont un pur déclencheur extrêmement puissant de réactions physiologiques, psychiques, biochimiques, voilà. Donc prenons l'exemple de quelque chose qui est très commun, on en parle de plus en plus aujourd'hui, mais le sucre, par exemple. D'ailleurs, il y a une dame qui s'appelle Suzanne Thompson, quelque chose comme ça, je mettrai le lien. Elle parle de l'échelle de sensibilité à l'addiction. Elle dit que notre cerveau a une échelle de 0 à 10 à la sensibilité à l'addiction, et donc il ne réagit pas pareil à une stimulation, à une substance. Et donc par exemple, quelqu'un qui va consommer, quelqu'un qui n'est pas addictif, qui n'a pas une personnalité addictive et qui va consommer du sucre, ne va pas être tenté par une surconsommation, voire se réfugier dans le sucre comme solution émotionnelle, enfin de recours émotionnel, de recours affectif, voilà, toutes les compensations qu'on peut avoir dès qu'on ouvre un paquet de chocolat et que finalement on bouffe tout le paquet, ou qu'on veut gérer un stress émotionnel et qu'on s'empiffre de ces substances pour se calmer. Quelqu'un qui n'a pas de personnalité addictive, de sensibilité addictive, va juste prendre un carré de chocolat et puis se dire avec sérieux, ça suffit. Mais il peut avoir d'autres sensibilités et d'autres comportements, d'autres travers, d'autres vices, d'autres systèmes de compensation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les personnalités addictives qui ont des problèmes et qui ont des comportements bizarres. Non, c'est juste nous, notre manière de calmer notre stress. Donc ça, c'est une chose, il faut bien faire il faut avoir cette compréhension, et ça veut dire que quand on a cette personnalité addictive et cette sensibilité, on ne peut pas traiter les addictions comme on pourrait le traiter avec d'autres personnes. Enfin, c'est-à-dire, si tu veux traiter tes problèmes avec le sucre ou avec l'alcool, tu peux pas dire limite-toi à un verre ou limite-toi à un carré de chocolat, ça marche pas. Ton cerveau, il va pas comprendre. À partir du moment où tu appuies sur le bouton, à partir du moment où tu ouvres les vannes, la substance, elle devient plus forte que toi, et c'est la substance qui prend le dessus. Donc, il faut même pas toucher. C'est pour ça que, d'ailleurs, les alcooliques, on leur dit tolérance zéro. Tu ne retouches pas un verre, tu sais très bien que tu vas retomber. Et moi, j'ai fait cette expérience avec la cigarette, avec l'alcool, avec le café, avec le sucre. Voilà, chaque fois que j'ouvre les vannes, c'est le torrent. Donc voilà, il faut bien avoir ça en tête, c'est qu'on ne peut pas traiter les gens qui ont des personnalités addictives de la même façon qu'avec les autres, surtout ceux qui font des programmes pour mincir. Si tu veux modérer ton alimentation alors que tu as des addictions au sucre, n'essaye pas de consommer du sucre. Il faut l'enlever de ton alimentation. Voilà. Tu vas me dire, mais il n'y a plus de plaisir dans la vie.
bah, tu préfères quoi, être libre ou être soumis à une addiction et toujours tourner autour des mêmes problèmes. Et en plus, je veux dire, le sucre, moi je fais beaucoup de recherches, le sucre, non seulement c'est pas indispensable pour l'organisme, parce qu'il sait lui-même le recomposer pour nourrir les cellules, le cerveau et tout ça, à partir d'autres macronutriments. Non seulement c'est pas indispensable, mais en plus c'est néfaste. On n'est pas censé consommer du sucre et on n'est pas censé consommer du sucre autant. En fait, c'est dramatique la consommation de sucre qu'on a. Je crois qu'on s'en rend même pas compte tellement ça devient. Et quand je parle de sucre, c'est pas seulement les sucres raffinés, hein. C'est aussi les fruits et c'est aussi les céréales. Parce que ce sont des glucides. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ce sont des glucides. Les glucides, ce sont des sucres. Point. Quand on regarde 10 000 ans en arrière, c'est là qu'on a commencé l'agriculture et c'est là qu'on a commencé à développer l'exploitation des céréales et la consommation des céréales. Et c'est à partir d'il y a 10 000 ans en arrière que toutes les maladies chroniques se sont développées. Donc il faut quand même se poser des questions. Maintenant, moi, j'aimerais du coup aborder un peu plus l'aspect nutritionnel, justement. Parce que s'il est plus facile d'arrêter des substances dont on n'a pas du tout besoin, comme le café, d'ailleurs, pour parler du café, tiens. Le café, c'est un excitant. On va dire, oui, mais c'est bon, le café, ça a des effets intéressants pour la santé. Mais en fait, je vais vous donner un livre d'ailleurs qui s'appelle Caffeine Blues. Et on se rend compte que c'est une substance, la caféine, qui est comme une drogue, qui excite le système nerveux, qui augmente la production de glandes surrénales, donc les glandes qui déclenchent le cortisol, l'hormone du stress, l'hormone de la survie, l'hormone de l'excitation, pour être toujours paré, pour être toujours alerte. Ça va empêcher les récepteurs d'adénosine du cerveau de recevoir l'adénosine et donc de dire au corps « tu es fatigué ». Donc ça perturbe les signaux de fatigue qu'on est censé avoir pour nous dire « attention, là, ton corps a besoin de repos ». Nous, on disrupte, on détourne ces signaux pour pouvoir rester alerte. Et en faisant ça, on tape dans nos réserves du lendemain. On prend l'énergie du lendemain pour s'en servir aujourd'hui. Et vous posez pas la question si vous êtes extrêmement fatigué et que vous êtes tout le temps fatigué, en fait. C'est parce que si vous utilisez des stimulants alors que votre corps a juste besoin de repos, mais vous êtes tout le temps en sous-énergie. Moi, pour être, encore une fois, personnalité addictive et très sensible aux stimulants, je cherchais des stimulations partout. Ah, tu me donnes un verre de café, j'en bois 3, 4 dans la journée, et encore, ça va, je suis pas la pire. Mais déjà, 3, 4 dans la journée, pour moi, c'est beaucoup. Et en fait, je le sens, mon système nerveux est actif, hyper actif. Et je dors pas de la même façon, je réagis pas de la même façon, je suis beaucoup plus impulsive, beaucoup plus compulsive, beaucoup plus nerveuse en fait. Alors que déjà j'ai un tempérament de feu assez spontané, assez énergique, j'ai pas besoin de plus en fait. Il faut pas, au contraire, il faut faut avoir tendance à calmer mon système nerveux, pas l'exciter davantage. Donc pareil, augmentation du cortisol, augmentation de l'hormone de stress, fatigue, et tout le système qui se dérègle. Et en fait, quand on voit ces effets-là sur le corps, on peut pas dire la caféine, ça a du bon, oui, ça éclaire ton esprit, ton mental, le temps de travailler. Mais en fait, moi, maintenant que j'ai fait plusieurs essais d'arrêt du café, il y a des fois où c'était compliqué, enfin les fois d'avant, c'est pour ça que j'ai repris, c'est que j'arrivais pas à avoir ma clarté mentale devant mon ordinateur, et comme je bosse beaucoup devant l'ordinateur, j'en avais marre de m'endormir. Et du coup, je suis retombée dans les travers de reprendre un café parce qu'il faut que tu tiennes, en fait. Il faut que tu sois performante. Et là, ça fait 2 ou 3 semaines que j'ai pas bu de café. Et en fait, j'ai plus ces effets de fatigue. Alors, par contre, je ressens plus facilement les signaux du corps qui me disent là, quand t'es fatigué, repose-toi, ferme les yeux, fais une sieste, c'est ok. Même 10 minutes, 10 minutes, ou alors va marcher, fais quelque chose, repose ton système nerveux.
Mais j'aime beaucoup moins les effets de la fatigue parce que je pense que au-delà du café, j'ai aussi modifié mon alimentation. Et donc mon système va mieux en général pour pouvoir soutenir lui-même l'énergie en fait. Il a plus besoin de substances extérieures pour le stimuler parce que lui-même quand il fonctionne de manière optimale, il est dans une énergie puissante, performante en fait. Tu dors bien, tu manges bien, en fait, ton système, il tourne parfaitement bien. Tes paramètres physiologiques, ils sont au top. Donc, pour parler de ces deux sujets, il y a le fait qu'il y ait des substances qui sont plus faciles à arrêter parce qu'on n'en a pas intrinsèquement besoin. Donc, le café, à la base, on n'en a pas besoin. Quand on était petit, on ne buvait pas de café. On n'a pas besoin d'alcool, on n'a pas besoin de cigarettes, on n'a pas besoin de ces choses-là. Donc on peut les enlever assez facilement de notre vie en se disant tolérance zéro. Mais pour la bouffe, c'est autre chose. C'est plus compliqué, on peut compenser avec la bouffe. Mais en fait, on va compenser, la plupart du temps, avec des substances qui sont sucrées. Ou grasses, mais aussi sucrées. Par exemple, les chips, c'est salé, mais en fait, les chips, c'est des glucides. Et c'est encore pire, parce que si tu rajoutes le sel, le gras, le sucre, là, c'est le combo fatal. Mais du coup, c'est plus difficile à contrôler ou à enlever, parce qu'on aurait envie de se dire, bon, bah, j'arrête de bouffer. Non, tu peux pas. Donc, il faut penser dans ces cas-là à une alimentation qui soit absolument adaptée, qui va pas stimuler la production de dopamine outre mesure, qui va pas augmenter la tentation, la compensation, le système de récompense. Et donc, il faut revenir à une alimentation primale, comme le faisaient nos ancêtres, avant les 10 000 ans, avant l'agriculture, quand ils étaient plutôt cueilleurs-chasseurs. Parce que si on n'a pas besoin de glucides, vu que le corps le construit lui-même, on a par contre besoin de protéines et de lipides, de protéines et de gras. Les protéines, parce que ce sont les éléments constitutifs structurels de nos cellules. C'est comme ça que les cellules se nourrissent et se construisent. Il leur faut des protéines pour se construire. Toutes nos cellules, tout notre corps a besoin de briques de construction que sont les protéines. Et les meilleures protéines sont les protéines animales. Et comme source d'énergie, on a besoin de gras, de bons lipides, qui nous permettent de faire tourner notre moteur sans faire entrer en jeu les circuits de dopamine et de récompense. Et qui permettent de réguler nos hormones. Et qui permettent de réguler notre métabolisme de manière générale. En fait, les protéines, c'est les fondements, la structure, c'est ce qui nous permet de construire nos cellules. Et le gras, les bons gras, c'est le fuel qui nous permet de faire tourner la machine. Donc quand on est en cétose, quand on applique la diète cétogène, on tourne en cétose et donc on fait appel au gras pour avoir de l'énergie et faire tourner le métabolisme. Que si on est en mode glucidique, ben c'est pas le même système qui tourne. Et je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas les recherches sous les yeux pour en parler. Mais tout ça pour dire que, personnellement, pour avoir fait les recherches et pour avoir fait l'expérience, je ne suis pas la même personne, mais pas la même personne du tout, dans mes réactions, dans ma clarté mentale, dans mes émotions, dans mes sensations corporelles, dans mon énergie, dans mon système nerveux, dans mes performances, quand je suis en cétose, et quand je suis en alimentation, soi-disant la pyramide alimentaire validée par la communauté scientifique, c'est n'importe quoi, j'ai fait l'expérience. Quand je mange du sucre, des trucs sucrés, non seulement, même des pâtes, hein, même du sans gluten, même du riz, ça va me appeler à une consommation supérieure à celle que je devrais avoir. Ça va être lourd, ça me donne envie de reconsommer. Le sucre appelle le sucre, voilà. Ça déclenche trop de dopamine dans mon cerveau pour me modérer. Donc voilà. Et quand je consomme du sucre, j'ai un mental confus, j'ai des émotions
en montagne russe, je suis nerveuse, j'ai du mal à récupérer, je fais de l'hypoglycémie, je dors pas de la même façon, je prends tout de suite du poids. En plus, j'ai tendance à en manger beaucoup, beaucoup trop, donc forcément. Et je suis moins performante, je suis plus fatiguée, j'ai besoin de manger plus souvent, enfin, c'est n'importe quoi, en fait. Tandis que quand je mange primal, donc avec des protéines et du gras, eh bien, mon corps est différent. Alors, il y a plein de trucs dans le régime cétogène qui donnent envie de consommer plus, notamment les noix, les amandes, les graines, tout ça. Donc, j'évite ça. Et moi, si je suis vraiment mes recherches, en fait, j'en arrive à la conclusion que le régime le plus adapté serait le régime carnivore. C'est-à-dire qu'on enlève toutes les fibres et les aliments d'origine végétale et on mange plus que des protéines animales et du gras animal. Et beaucoup de recherches et de chercheurs et d'expériences et de témoignages montrent que les gens guérissent de plein de choses sous ce régime, que pour avoir fait l'expérience pendant 3 semaines, 1 mois, puis plein de semaines par-ci par-là, mais que j'ai jamais réussi à tenir vraiment en continu, quand je suis ce régime et que je suis cette diète, je n'ai pas la même énergie, j'ai une clarté mentale, je peux rester sans manger pendant plusieurs heures, même une journée, et j'ai pas tant faim que ça, et si j'ai faim, ça va, je peux encore tenir. Je me sens pas lourde, je me sens stable émotionnellement. Il y a tout qui change en fait. Mon système nerveux est calme, je me sens nourrie, parce que je mange que des choses qui sont métaboliquement riches pour mon corps. Il n'y a pas photo. Donc moi, j'ai envie de faire l'expérience sur plus long terme, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que si je mange des glucides, je vais me jeter dessus et en consommer plus que de raison. Et c'est pour ça que mon corps, il fait le yo-yo en continu, parce que je me dis, bon, c'est pas grave, tu peux en manger un peu, mais ça repart dans un cycle de, vas-y que je te mange des glucides, et puis après des sucreries, et puis enfin, crescendo. Et que en plus, j'ai envie d'être en pleine santé, en fait, j'ai envie d'être en santé optimale. J'ai envie d'être un supra-sapiens, qui a une clarté mentale de fou furieux, qui ressent les intuitions, qui ressent les énergies, dont les émotions sont stables, qui arrive à être concentré de manière continue, qui a une énergie stable, diffuse, qui dort bien, qui a un corps qui se développe parce que les muscles sont alimentés, toutes les cellules sont alimentées, donc du coup, elles peuvent se développer et se construire facilement. J'ai envie d'être au top de ma forme, en fait. Et en plus, que je vieillis, que ma peau elle a besoin de nutriments, que mes cheveux, que toutes mes cellules, que mon corps, que mes hormones ont besoin d'être régulées, et il faut que j'adapte il faut parce que je veux, que j'adapte une alimentation qui soit adaptée à mon métabolisme et le soutenir. Dans une société où on est dans des tentations en continu avec le divertissement, avec la consommation, les substances, c'est compliqué. Et d'ailleurs, quand on mange à l'extérieur, on est très tenté par les goûts et les saveurs. Mais pourquoi on parle du fruit défendu d'ailleurs ? Je me demande. Est-ce que c'est le sucre qui est défendu qui fait qu'on se sépare de notre nature profonde et notre potentiel puissant ? C'est quelque chose que j'aimerais approfondir, ça d'ailleurs. Mais voilà, le sucre, même dans les fruits, c'est de la tentation pure. D'ailleurs, il y a un auteur qui parle du fait que, normalement, dans la nature, les êtres vivants, les mammifères qui vont consommer du sucre, ils le font seulement avant l'hiver pour pouvoir stocker des réserves, parce que en augmentant l'insuline, on va pouvoir stocker le gras. Donc pour gérer le sucre, on va augmenter l'insuline et on va pouvoir stocker le gras pour pouvoir faire face à la difficulté de l'hiver, au froid de l'hiver, tout ça. Donc ça a un but complètement spécifique dans la nature de consommer du sucre. C'est dans un but bien précis et c'est qu'à une période de l'année, en fait. Donc les ours, avant d'hiberner, ils vont consommer du miel pour pouvoir stocker, pour faire face à leur hibernation, au froid de l'hiver. Et c'est stratégique. Mais nous, on n'est pas censé consommer comme ça.
Et nous, en plus, dans notre société, on n'a plus froid comme avant. On fait plus face à des situations météorologiques, des conditions dans l'environnement compliquées. On n'a aucune raison de consommer du sucre pour stocker du gras. D'ailleurs, à quoi ça sert ? En plus, dans notre époque où on veut tous être canon, avec zéro fat, je veux dire. Et contrairement à ce que vous pensez, manger du fat, ça ne vous fait pas être plus fat. Au contraire. Tant que le corps se sent nourri, il n'a aucune raison de stocker. C'est quand il sent qu'il manque qu'il va stocker. Et donc, ça nous emmène à la notion de manque et revenir à la notion d'addiction. Donc, en fait, pour les personnes addictes, et pour les personnes qui stockent d'ailleurs dans leur corps, si on en arrive à ça, c'est parce qu'on a un sentiment intérieur de manque, qu'on veut combler par quelque chose. Donc sentiment de manque, sentiment de solitude, sentiment de vide, sentiment d'abandon. Qu'est-ce qui pourrait être encore ? Peur de manquer d'argent, d'affection, de se retrouver seul, d'être rejeté. Et en fait, on essaye de raisonner mentalement, de se dire oui, il n'y a pas de raison de manquer, mais le corps, lui, ressent le manque. Le système nerveux ressent le manque. Il y a une vibration de manque qui est présente et qui va dire au corps « Attention, tu vas manquer, stock ». Et donc, plus on est dans cette vibration et plus on est dans cette croyance qu'on est dans le manque, la vibration vient de la croyance profonde qu'on est dans le manque et que l'univers ne fournit pas suffisamment les ressources. Ça, c'est la croyance socle de base. C'est qu'on risque... Enfin, la nature ne va pas nous apporter ce dont on a besoin. Nos besoins ne seront pas assouvis, en fait. Le manque vient du fait qu'on croit que nos besoins ne seront pas assouvis. Et c'est terrible. Potentiellement parce que dans l'enfance, on a vécu des situations où nos besoins n'ont pas été assouvis pendant une période, où quand on était enfant, c'était justifié. Quand on est enfant, on a besoin d'affection, on a besoin de nourriture, on a besoin de liens, on a besoin de connexion, on a besoin de présence. Des besoins qui, s'ils ne sont pas nourris au moment où ils ont besoin de l'être, ben ça développe des carences en fait plus tard. Sauf que quand on grandit, on se rend compte qu'on n'a plus besoin de l'extérieur ou de quelqu'un d'autre pour nourrir nos besoins. On peut le faire tout seul. Mais pour ça, il faut faire une grosse démarche de travail, d'introspection et d'autonomisation, parce que tout seul, on peut ne pas s'en rendre compte. On va peut-être se servir des gens pour nourrir nos besoins, des gens pour nourrir notre affection, et je sais de quoi je parle, je le fais, je le faisais, j'essaye de m'en détacher, mais c'est un réflexe en fait. C'est un réflexe, les gens doivent assouvir nos besoins. Et s'ils le font pas, on tape la crise, quoi. Et si on tape pas la crise, on va taper dans les chocolats, quoi. Donc ce sentiment d'être... cette croyance du fait que l'univers, la vie ne va pas répondre à nos besoins, c'est elle la cause qui va faire qu'on va se sentir dans le manque. Alors on sait très bien, si on approfondit le sujet, pourquoi la vie, la Terre, avec son abondance d'eau, d'air, de soleil, d'arbres, de nature, de vie qui pullule. Le principe de la vie, c'est d'évoluer, de croître. Quand on mange une pomme, le pépin de la pomme qui tombe par terre va produire un pommier à lui tout seul. Je veux dire, c'est le principe même de la vie, l'abondance et la multiplication. Pourquoi ? Quelle serait l'idée qui viendrait nous dire qu'on manque de quelque chose et qu'il n'y aura pas assez de ressources pour subvenir à nos besoins ? Notre société nous a fait croire ça, parce qu'on dit tout le temps on manque de ressources, il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, alors que c'est faux. Non. Il n'y a aucune raison pour que la vie elle-même qui se multiplie dans le but de manquer. C'est incohérent. Donc, par essence, par nature, la vie est abondante.
Et notre système aussi est abondant. Notre système physiologique est abondant. La vie continue et génère des cellules et crée des cellules en continu. On a tout le temps des idées qui nous traversent l'esprit, des nouvelles envies. Enfin, je veux dire, c'est en continu que ça se passe. On est dans une forme d'abondance. On est dans de plus en plus d'interactions sociales, même si c'est sur les réseaux. Il y a de plus en plus de monde sur Terre. Il y a de plus en plus de projets. C'est la loi, l'abondance. C'est une loi. Donc, quand on comprend ça de manière intellectuelle d'une part, mais ensuite vibratoire, c'est-à-dire je n'ai aucune raison de manquer parce que nous sommes dans l'abondance et que l'abondance est une loi. Et que je mérite d'être nourri comme n'importe quel individu, n'importe quel être vivant sur Terre. Tous mes besoins seront assouvis. J'aurai toujours ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est cette croyance qu'il faut aller travailler. Mais pour faciliter cette croyance, il faut éviter de stimuler le cerveau, les systèmes de récompense, le corps, avec des substances qui viennent contredire ça. Parce que quand on consomme du café, de l'alcool, de la dopamine en excès, du sucre, qui vient appeler à en consommer davantage, c'est comme si on disait, comme si on appuyait sur le bouton, tiens, prends-en un peu, tu vas en manquer ensuite, et tu vas devoir en consommer. C'est vraiment l'opération du diable, quoi. Du shaitan. Bon, c'est pour rire, mais le plaisir que ça procure va générer le manque, en fait. Va générer la douleur et le vide. Parce que quand je parle de dopamine, de l'effet de la dopamine, en fait, c'est que quand on se prend un shot de sucre, quand on se prend un shot d'alcool, quand on se prend un shot de fumée, de nicotine ou de caféine, en fait, ça déclenche tellement de dopamine dans notre cerveau, donc la substance du plaisir, le neurotransmetteur du plaisir, hein, que notre cerveau il dit « Ah, trop bien ! Encore !» Le seuil de plaisir va augmenter tant et si bien que il faudra chaque fois mettre plus de dopamine pour pouvoir atteindre ce seuil de plaisir qu'on a expérimenté. Et c'est hyper dangereux. C'est pour ça qu'à chaque fois, les drogues nous emmènent à consommer plus, parce que notre seuil de dopamine, il devient fou, complètement fou, il atteint des seuils incroyables. Le cerveau, il se dit « Waouh, qu'est-ce que c'est ? Encore !» Donc, il faut absolument éviter ces genres d'explosions dopaminergiques, en tout cas par des substances de ce genre. Parce qu'on peut très bien vivre des explosions dopaminergiques et de sérotonine aussi, et plein de neurotransmetteurs hyper cool, d'ocytocine et tout, à travers des expériences saines. Quand on fait la fête avec des amis, qu'on se réunit, qu'on fait des jeux, qu'on s'éclate, qu'on fait de la danse, qu'on découvre une nouvelle activité, qu'on va faire un tour en bateau, je sais pas, des expériences qui vont nous faire nous sentir vivants sans pour autant avoir des effets délétères sur notre métabolisme et qui vont nous nourrir à l'intérieur. On va pas les consommer parce qu'on est en manque, on va les consommer parce que on est plein d'énergie et qu'on a envie d'être en lien, par exemple. Donc, si le cerveau est habitué à recevoir des doses de dopamine intensément, fréquemment, ça va être difficile de le réguler. Et donc, l'alimentation, c'est la première médecine, hein. L'alimentation, elle sert à faire que le système, les paramètres physiologiques soient opérationnels et fonctionnent le mieux possible. Donc moi, personnellement, je valide le régime cétogène et je valide même l'alimentation carnivore, mais je la validerai d'autant plus quand je l'aurai expérimenté sur long terme. Au moins 3 mois, au moins 6 mois, au moins 1 an, voire plus. Donc là, personnellement, après plusieurs tentatives, aujourd'hui, je m'engage à appliquer cette diète carnivore
et particulièrement la Lion Diet qui consiste à ne manger que du bœuf. Alors pour toutes les personnes qui auraient des soucis avec la consommation de viande et d'animaux, eh bien moi je n'ai pas ce souci, si ce n'est que évidemment l'élevage intensif c'est problématique, tout comme l'agriculture intensive, tout comme ce qui est non respectueux de la nature. Pour moi, tout a une conscience, tout est conscience, dont les plantes. Donc si vous mangez des plantes, si vous êtes végane et que vous mangez des plantes, sachez que vous mangez aussi quelque chose de conscient, pas plus ni moins qu'un animal. Donc pour moi, il n'y a aucune différence. Tant que les animaux sont entretenus et tués dans des bonnes conditions. Bref, ça c'est un sujet à part. Bref, du coup, moi c'est ce que je vous encourage à faire, à changer votre alimentation, à expérimenter des choses qui, d'une part, favorisent vos paramètres physiologiques, augmentent... je sais pas pourquoi il y a des likes comme ça. Augmente votre métabolisme et favorise un potentiel optimal, en fait. Une énergie optimale. Donc moi, j'encourage la diète cétogène et faites vos recherches là-dessus, expérimentez. Pareil pour ceux qui ont des addictions. Si vous êtes addict au jeu, si vous êtes addict à des substances comme la cigarette, la caféine, tout ça, vous, à mon avis, vous devez être aussi addict à l'alimentation. Donc, regardez, observez, faites des expériences. Moi, je dis enlevez le sucre, les glucides. En tout cas, pas obligatoirement passer par la diète carnivore, passer par la diète cétogène. Voyez les effets sur votre corps. Moi, je veux voir ce que ça fait sur ma peau, sur mes intestins, sur mon énergie globalement. Et puis on verra d'ici quelques temps les fruits que ça aura porté. Voilà, j'espère que j'ai dit des choses intéressantes et utiles pour vous. Je vous laisse. N'hésitez pas à me faire des commentaires, des suggestions. Les avis bienveillants sont bienvenus. Merci de ne pas juger, critiquer, blâmer. Faites vos expériences. Je fais les miennes. Je partage ce que je sais. Je partage ce que je crois. Je ne vous dis pas de croire à ce que je crois. Je vous dis de réfléchir et de croire à ce qui vous arrange. Voilà, et à bientôt!